J'aime venir me ressourcer dans cet espace. Quelques hectares au milieu de lotissements, protégés de toute construction. Le paradoxe est que ce lieu est protégé par une construction. Eh oui, un monument antique, un aqueduc romain vieux de 2000 ans. Voilà bien là un lieu typique, espace de nature au beau milieu des maisons. Et ce pont de pierre et de terre ayant résisté au temps. Un endroit paisible pour respirer, apprécier et méditer sur le temps qui passe. À la construction de cet aqueduc, certainement, seule la forêt et la nature existaient à cet endroit. La faune sauvage devait y être très présente. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Je pense que les animaux sauvages ont fui cet espace trop près des hommes. Cette question revient sans cesse à mon esprit. Faut-il probablement aller loin dans la forêt pour les rencontrer? J'ai besoin de savoir, les animaux viennent-ils toujours ici? Pour cela, je décide d'installer des caméras automatiques pouvant filmer de jour comme de nuit. Que se passe-t-il la nuit lorsque nous sommes enfermés dans nos maisons? Il ne reste plus qu'à attendre pour le savoir. La nuit vient de tomber. Le premier animal à se présenter est bien loin d'être sauvage. Un peu plus loin, un autre de la même espèce, en pleine action de chasse. Les chats sont, semble-t-il, très actifs la nuit, mais cela ne constitue vraiment pas une grande découverte. Lorsque le jour se lève, les hommes et leurs chiens occupent de nouveau le territoire. Les résultats obtenus sont décevants et bien loin de mes attentes. N'y a-t-il donc plus de faune sauvage proche de chez nous? Pourtant, il me semble bien avoir aperçu des sangliers en plaçant les caméras. Je dois observer les traces, comprendre les habitudes des animaux et mieux placer les caméras. Des chemins sont tracés, témoignage de passages répétitifs des sangliers ayant pour habitude de se déplacer en file indienne, toujours aux mêmes endroits. Il me faut donc positionner les caméras sur ces passages.
Également, ces marques de boue, appelées souilles, dans lesquelles ils adorent se vautrer. On peut d'ailleurs y voir des empreintes caractéristiques. Le tronc des arbres sur lequel ils se frottent, autant d'indices pour un meilleur positionnement de caméra. Ce meilleur placement va m'apprendre beaucoup sur les habitudes et l'organisation des sangliers. Il fait encore jour lorsque les premiers sangliers sortent de la forêt. Une femelle, sans doute la matriarche, s'avance pour voir s'il va être possible de s'aventurer en dehors de la forêt. C'est l'été et la nuit va être courte. Et il y a les petits, ils ont faim. Il a fallu attendre la nuit pour pouvoir manger. Attendre que les hommes quittent les lieux. Une rencontre à laquelle ils ne tiennent pas. Il va donc falloir rejoindre au plus vite les lieux où se trouve la nourriture. En attendant le signal du départ, certains se frottent sur le tronc des arbres pour se rafraîchir et éliminer les parasites. Le sanglier aime à se vautrer dans des souilles. Ensuite, couvert de boue, il se frotte contre un arbre pour se nettoyer. Il régénère ainsi la forêt en déposant les graines accrochées à son pelage. Dès que la voie sera libre, il faudra pénétrer dans ce territoire entretenu par les hommes. Grâce à eux, la nourriture y abonde. La matriarche avance prudemment, suivie des autres femelles retenant les petits. Elle se méfie et peut ordonner le repli en cas de danger. Soudain, ce qu'elle craignait vient de se produire. Il faut vite battre en retraite. Entre-temps, un gros mâle et 3 femelles sont aussi sortis et ont pris possession des lieux. Elle décide de retourner dans les buissons, mettre les petits à l'abri. Il était peut-être un peu tôt. Cette fois, c'est bon. En courant très vite, ils ont réussi à passer l'aqueduc. Passer rapidement pour rejoindre un espace plus tranquille où ils pourront chercher la nourriture. Brusquement, elle perçoit un danger, s'arrête et tout le monde fait demi-tour. Fausse alerte et la course reprend de plus belle. Les sangliers sont maintenant de plus en plus nombreux et s'approprient le territoire. Certains décident de passer plus tranquillement.
En sortant de la forêt, un autre groupe fait une découverte. Des fruits sont tombés au sol, certainement grâce au vent, et pas question de ne pas en profiter. Lorsque des intrus s'approchent, ils sont immédiatement chassés. Pas question aussi de partager. La nuit commence à tomber et les sangliers sortent toujours plus nombreux. La nuit, les hommes sont enfermés dans leur maison. L'espace est libre jusqu'à demain matin. Au XXe siècle, des sangliers issus d'élevage, parfois croisés avec des porcs, ont été introduits dans l'environnement pour satisfaire les demandes des chasseurs de grand gibier, afin de reconstituer des populations mises à mal par une chasse intense au XVIIIe siècle. Il faut faire vite et les fruits trouvés sont toujours très convoités. C'est maintenant le noir complet, des sangliers plus tardifs, et peut-être aussi plus craintifs, arrivent de toutes parts. Tous ont le même but, trouver de la nourriture avant le lever du jour. Ils mangent principalement des végétaux tels que des glands, des châtaignes, des noix, des racines, des feuilles et également des fruits. Mais les cultures agricoles représentent aussi un garde-manger facile pour lui. C'est probablement la cause de son classement parmi les espèces nuisibles. Le sanglier est opportuniste. Pour lui, il n'y a pas de nourriture réservée. Pendant les saisons de vaches maigres, en plus de manger des larves et des insectes, il peut également manger des cadavres, nettoyant la forêt, évitant ainsi la contamination des eaux par des germes ou des toxines. Omnivore et nécrophage, il est donc nécessaire à la forêt en la nettoyant, et le fait de creuser le sol avec son robuste museau est également bon pour la nature. Certaines graines y germeront mieux. En fait, malgré son allure massive, le sanglier a un corps assez allongé et étroit, 90 cm de haut et 1,50 m de long, avec un poids entre 80 et 200 kg pour les mâles et 60 à 110 kg pour les femelles. Un sanglier tue parfois des marcassins qui ne sont pas les siens. De cette façon,
Il préserve sa propre progéniture de la future compétition. Mais parfois, la caméra discrète perd sa discrétion, trahie par les odeurs que j'ai dû déposer. Celui-ci a eu une frayeur en trouvant l'origine de ce qu'il percevait. Les sangliers ont une mauvaise vue, mais un odorat très développé. La scène est éclairée par un spot infrarouge qu'ils ne voient pas. Pour eux, c'est le noir complet, et ils se dirigent principalement avec leur odorat. Les bébés du sanglier sont aussi appelés pyjamas. Mais ça, je pense qu'il est inutile d'expliquer pourquoi. C'est bien ici qu'il y a une odeur de fruits, mais les précédents ont tout dévoré. Mais l'odeur est toujours présente et attire encore beaucoup de monde. Une laie avec ses marcassins est effrayée. Un gros mâle s'approche et pourrait attaquer ses petits. Elle est vite rassurée, celui-ci fait partie de sa horde. Nous sommes maintenant à la fin de la nuit et le retour vers la forêt protectrice commence. La nuit a été fatigante et le retour se fait bien moins vite qu'à l'aller. Une dernière pause à la lisière. Les plus épuisés se couchent quelques minutes. Les jeunes testent leur force en s'affrontant dans des jeux. Il est grand temps d'abandonner ces lieux avant le jour et l'arrivée des hommes avec des chiens. Ils n'ont aucune envie de cette rencontre. Contrairement à ce que l'on peut penser, le sanglier n'est pas un animal dangereux. En réalité, il est plutôt craintif, préférant éviter tout contact avec l'homme. Durant le jour, il se terre dans les fourrés.
Il repose dans sa bauge, un creux dans le sol, dans un endroit très abrité. Ces images m'ont permis de mieux comprendre la vie et les coutumes des sangliers. Mais la forêt étant toute proche, il y a certainement d'autres animaux plus discrets, plus craintifs. Je décide donc de placer les caméras un peu plus dans la forêt, car j'ai besoin de savoir. Ici, l'espace n'est pas aussi entretenu et les éventuels promeneurs sont très rares. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à attendre et les résultats obtenus vont s'avérer exceptionnels, bien au-delà de ce que je pouvais espérer. Aux premières heures de la nuit, passage d'un sanglier bien sûr. Puis apparaît le premier cervidé, un brocard, non donné au chevreuil mâle. Un peu plus loin, c'est une femelle qui fait son apparition, la chevrette, animal agile et très rapide, d'une hauteur au garrot de 62 cm pour les femelles et 72 pour les mâles. Herbivore, il peut espérer vivre une dizaine d'années dans la nature. Brève et unique image d'une fouine saisie cette nuit-là par la caméra. Très apeurée, elle s'enfuit très rapidement. Arrive enfin le majestueux renard. De la famille des canidés, sa morphologie se rapproche de celle du chien. Carnivore, il est un redoutable chasseur, mais il se nourrit aussi de baies. Il est également très craintif, attentif au moindre bruit, repérant souvent les caméras. Avec son aspect lourdeau et ses membres courts, et oui, il s'agit bien du blaireau. Ce gros mustélidé ne manque pas de distinction avec sa fourrure argentée et son masque facial très contrasté. N'étant pas un chasseur comme les autres mustélidés, le blaireau ne poursuit pas ses proies, pas plus qu'il ne les guette à l'affût. Guidé par son odorat, il extrait les proies souterraines en creusant avec ses griffes. D'une longueur d'environ 70 cm, cet animal est vraiment fascinant. Maintenant, la nuit est bien avancée, les animaux ont pris possession des lieux.
Un renard cherche de quoi se nourrir lorsqu'il entend un grognement tout proche. Un gros sanglier rôde dans les parages. Que fait-il? Visiblement, le sanglier, avec sa mauvaise vue, est occupé à autre chose et ne l'a pas repéré. Je ne vais quand même pas retourner me cacher. Pas à cette heure. C'est beaucoup trop tôt. Alors, pourtant très craintif, notre renard décide de traverser le plus discrètement possible, comme il sait si bien le faire. Mission réussie, ce sanglier n'a rien vu. Pendant ce temps-là, notre blaireau se régale de fruits, trouvés là, à même le sol. Totalement omnivore, son régime varie en fonction des ressources alimentaires. Les 3/4 de sa nourriture est composée de lombrics, d'escargots, de limaces ou de vers blancs. Il peut également se nourrir de fruits. Bien dommage qu'il n'y en ait pas plus. Il va falloir aller chercher ailleurs. Boire dans le ruisseau tout en restant attentif. Ce chevreuil avance, se méfiant du moindre bruit. Comme tous les animaux de la nuit, le renard cherche quelque chose à se mettre sous la dent. Ce renard, très méfiant, repère la caméra. Mais quel est cet objet qui n'est pas là habituellement? Soudain, le plus inattendu, le plus grand mammifère sauvage de France surgit d'un fossé. Le cerf élaffe. Tout d'abord intrigué par la caméra qu'il a repérée, il comprend vite. Cela ne présente pas apparemment de danger pour lui. Mais il faut toujours rester prudent avec les inventions humaines. Oui, car il l'a bien senti, cette chose a été déposée là, par des hommes, même s'il ne comprend pas pourquoi, ni son utilité. Alors, il préfère quand même ne pas passer devant et aller plus loin. Lui aussi se déplace discrètement à la recherche de nourriture, en restant attentif à la moindre alerte et au moindre bruit qu'il entend. Ici, c'est le cri d'un renard effrayé qui lui fait dresser l'oreille. Pas de danger en vue, il continue son chemin.
Il faut malgré tout avancer avec la plus grande prudence et capter le moindre indice, évaluer le risque. Le danger est perpétuel. Le cerf élaphe est le plus grand cervidé de nos forêts d'Europe. Son poids peut atteindre 200 kg et sa taille plus de 2 mètres. Herbivore ruminant, il se nourrit exclusivement de feuilles et de bourgeons. Maître Blaireau se décide enfin à quitter l'emplacement où se trouvaient ses succulents fruits. Même si l'odeur persiste, il faut se résigner, il n'y en a plus. La nuit est bien entamée et il le sait bien. Il ne faut pas traîner ici et se rapprocher de son terrier. Il a une mauvaise vue et déteste les terrains découverts. Mais son ouïe fine et surtout son très bon odorat vont l'inciter à faire une halte dans ce petit champ. Il y a de bonnes odeurs par ici. Sa particularité est de pouvoir s'adapter aux ressources saisonnières présentes sur son territoire. Ah, ça y est, c'est ici. Et hop, un lombric. Allez, une dernière bricole et retour à la maison. Le jour va bientôt se lever, la protection du noir de la nuit va disparaître. Tous les animaux commencent à regagner des lieux plus sûrs.
Le jour venu, certains se sont un peu trop attardés et se dépêchent avant l'arrivée des premiers promeneurs et leurs chiens. Malgré tout, ce brocard doit descendre dans le ruisseau pour se désaltérer. Il a encore le temps. Après, ce sera impossible. Bon, c'est bon, il n'y a pas de danger. Maintenant, il va falloir traverser en terrain découvert. Un jet vient de donner l'alerte. Un dernier coup d'œil, et vite, il faut déguerpir. Ce matin, Sir Brocard a pris quelques risques. Cette fois, les animaux nocturnes ont tous quitté la proximité des maisons, laissant place aux êtres diurnes. Je pensais qu'aucun animal ne s'aventurait si près de nos maisons. En fait, j'avais tort. Ils sont parmi nous. Si discrets, n'ayant pas d'autre solution, ils ont su s'adapter aux hommes occupant tous les territoires. Il ne faut pas les approcher. Ils ne désirent pas nous rencontrer. Nous devons les protéger, ne jamais les déranger en voulant les approcher, et ne jamais vouloir les nourrir. Ils perdraient ainsi leur identité sauvage. Au-delà des maisons, la forêt est moins habitée. Cette expérience m'a donné l'envie d'en connaître plus sur eux. Et un jour, j'irai y installer mes caméras, filmer pendant plusieurs jours la dure vie de liberté des animaux sauvages de la forêt.